Merci pour cette introduction, merci beaucoup pour m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, je dois d'emblée clarifier quelques points. Bon, d'abord, je m'en excuse, je suis suisse, donc je parle lentement, ça, c'est pas trop grave, mais il m'arrive parfois d'utiliser des termes ou des tournures de phrases qui ne sont pas du vrai français. Je vais essayer d'être attentif, mais aussi un peu sous le coup du stress, je risque de me laisser aller. Ensuite, je suis un peu désolé pour la majorité des gens soignants et non médicaux dans la salle. C'est vrai que c'est un thème qui est assez centré sur l'ego des médecins, mais j'espère quand même amener quelque chose à manger pour les autres ou des éléments de réflexion. Puis alors, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas sûr de répondre à des questions, comme vous le disiez. Ça, c'est un autre point qui me semble essentiel. Je viens vous amener comment ça s'est passé, comment ça se passe en Suisse et quelles sont les réflexions qu'il y a eu en Suisse sur ce sujet, et pas dans l'optique d'amener des recettes qu'on puisse reprendre et appliquer ailleurs de façon automatique, juste qu'on soit clair sur ça. Voilà, alors on va essayer de comprendre comment marche ce truc. Ouais, pardon, excusez-moi. Tac. Non, c'est pour lui. Ah, celui-là, tac. Oui, alors d'abord, quelques éléments de contexte. Alors je ne veux pas vous parler de chocolat, de banque, de montre ou de Roger Federer, mais juste pour que vous compreniez dans quel contexte se posent les discussions et l'évolution des soins et des soins palliatifs. Donc la Suisse, c'est un tout petit pays, j'ai mis des chiffres à peu près récents. Donc ça représente en territoire à peu près 2 fois la Bretagne, l'ensemble du pays. La population, un peu plus de 2 fois la population bretonne, je pense. Donc, autant dire que c'est Bon, la Bretagne est une grande région, mais la Suisse est un petit pays. Ce pays, il est constitué politiquement... Alors, c'est une confédération helvétique, donc il y a une espèce d'entité nationale, mais il y a surtout 26 cantons. Donc, historiquement, ça s'est fait par l'agglomération de micro-pays qui se sont associés ensemble pour, je dirais, résister face aux méchants qui les entourent. On peut le dire comme ça. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que nous avons 26 ministres de la Santé. Non, je rigole pas. Chaque canton a un gouvernement avec un ministre de la police, ou de sécurité, etc. Donc, par rapport à la santé publique, il y a un ministre de la Santé à Berne, de la Confédération, un conseiller fédéral, qui élabore des choses de l'ordre de loi générale ou d'intentionnalité, et puis il y a 26 ministres cantonaux qui sont chargés de l'application de ces choses et des lois d'application dans leur canton, avec une autonomie assez énorme. Et ça, c'est un système assez différent du vôtre, je pense, mais qui génère notamment des inégalités, des différences de rapidité d'évolution ou de mise en place de structures qui peuvent être absolument majeures à des distances qui, comme vous le voyez, sont kilométriquement assez moindres. Et puis, ça complique un peu la discussion, sachant en plus que les 26 ministres de la Santé ont aussi un lobby au niveau fédéral avec une conférence des directeurs de la santé qui intervient dans les affaires fédérales. Voilà, pour dire c'est un pays simple dans l'élaboration des choses, d'où la culture du consensus. Donc c'est lent, c'est assez solide ce qui en sort, mais c'est lent. Et puis un autre élément, est-ce qu'il y a un pointeur? Ça? Mon œil. OK. La carte du haut, c'est pour rajouter un tout petit peu dans la simplicité, c'est que la Suisse, il y a 4 langues. Donc en jaune, vous avez la région qui parle allemand, ou plutôt le suisse-allemand. Un vrai allemand d'Allemagne, il ne comprend pas très bien le suisse-allemand. En violet, à peu près rose-violet, c'est la région où on parle le français, entre guillemets, le nôtre, mais francophone. En vert, c'est la Suisse italienne, donc on parle un dialecte italien. Et puis les petits bouts colorés là dans les côtés, c'est la seule vraie langue suisse qui reste, c'est le romanche ou le romanche, qui est une langue qui est à peu près compréhensible par personne d'autre, mais qui se parle encore, qui s'apprend à l'école. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand on est au niveau fédéral, national, dans des réunions d'experts de soins palliatifs, de médecins de soins palliatifs, de soignants de soins palliatifs, etc., on est face à des gens qui parlent d'autres langues et qui ont d'autres cultures. Et on doit se mettre d'accord. Vous voyez ? Alors ce qui nous aide, c'est qu'on apprend les autres langues à l'école, donc on les parle super mal tous, mais par contre on les comprend à peu près, donc ça permet quand même de discuter. Mais ça ne simplifie pas. Ça, c'est le contexte dans lequel les décisions se prennent et les choses s'organisent. Vous voyez? Si ce n'est pas rigolo. Ça, c'est une dia hyper moche. Oh, comme c'est dommage, les couleurs n'ont pas suivi. Ah, ça aide pas, ça. Donc, désolé pour
la mocheté de la dia, normalement, les petits... Ah oui, elles arrivent, avec retard. C'est d'une dia suisse. Ça, c'est moche parce que c'est une émanation de l'État fédéral. Donc ça, c'est un graphique qui est officiel, qui est repris du ministère, de l'Office fédéral de la santé publique, c'est le ministère de la Santé au niveau fédéral. Et ça, j'ai trouvé important de vous présenter ça, même si c'est moche, et puis de l'expliquer, parce que sinon on ne comprend rien. C'est le cadre conceptuel dans lequel se posent les soins palliatifs en Suisse aujourd'hui. Alors 2014, cette dia, mais en fait c'est le résultat de presque 10 ans de travail. Et donc, les soins palliatifs en Suisse s'incluent dans ce cadre conceptuel-là, quel que soit l'endroit, quels que soient les professionnels, quels que soient les gens. Ça fait partie de la façon de réfléchir. Okay, donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pointeur, mais je vais le faire sans. Comment dire, la barre du bas, c'est la société, c'est la population générale. Je vais monter au-dessus pour expliquer le principal. On a décidé de définir qu'il existait des soins palliatifs généraux et des soins palliatifs spécialisés. Et les petits triangles symbolisent ça, c'est que si on prend, donc en haut, c'est les patients. Il y a des patients en situation palliative. Dans ces patients, il y a ceux qui sont dits en situation palliative spécialisée ou nécessitant des soins palliatifs spécialisés, qui sont ceux qui dépassent un stade de complexité dans leurs problématiques, qui nécessitent une prise en soin de type spécialisé. Et les autres patients palliatifs, qui sont évidemment complexes. J'ai eu une discussion hier soir sur l'art de différencier ce qui est complexe de ce qui ne l'est pas. Tout le monde est complexe, d'ailleurs vous êtes tous complexes, assis dans vos sièges, tout le monde est complexe, mais c'est des patients qui sont en situation de soins palliatifs et qui peuvent et doivent être pris en soin de façon efficace et correcte dans les endroits où ils sont. Les hôpitaux, le domicile, les EMS, c'est-à-dire les EHPAD, c'est ces patients-là. Il a été arbitrairement défini une limite qui dit c'est entre 15 et 20% des patients palliatifs qui nécessitent des soins palliatifs spécialisés à un moment ou à un autre, étant bien clair qu'un patient il peut monter, descendre en fonction de l'évolution des choses. Ok ? Jusque-là, c'est assez moyen comme clarté. Je continue. Ce que ça dit la suite, c'est qu'en fait, les patients qui sont minoritaires mais plus complexes, nécessitent des prestations qui sont beaucoup plus nombreuses et larges que ceux qui sont en dessous, et puis que ces patients étant moindres en nombre, les structures qui offrent ces prestations plus larges sont bien plus petites en quantité, n'est-ce pas? Ça, c'est le triangle un peu rosé, là. Et qu'en fait, la majorité de l'offre se fait dans tous les lieux de soins XY. Et puis le dernier triangle, c'est celui des compétences nécessaires, où il est dit assez clairement, et c'est logique, que pour s'occuper des patients les plus complexes, dans les unités spécialisées avec des prestations plus complexes et plus larges, eh ben, il faut plus de compétences que pour s'occuper des gens qui sont dans des situations moins complexes. Ok. L'espèce de petit machin, soins palliatifs, besoins spécifiques, une espèce de rectangle grisâtre là, en fait, ça représente les équipes mobiles, c'est-à-dire des gens avec des compétences spécialisées qui descendent, si j'ose dire, dans le terrain pour aider les autres équipes à monter en compétences et à prendre en charge des situations qui commenceraient à frôler la limite, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le cadre théorique. Alors, ça permet d'élaborer sur plusieurs choses différentes. Alors au niveau de la population, je ne vais pas m'étendre, mais il y a énormément de programmes actuellement en cours pour essayer de sensibiliser la population à c'est quoi les soins palliatifs, ailleurs que seulement la fin de vie, la mort, les choses comme ça, pas seulement les soins oncologiques ou cancérologiques, mais aussi les autres pathologies. Ça va de programmes où on va discuter dans les écoles, ça va de... Enfin, voilà, énormément de choses qui sont en cours. Un truc, des formations pour les proches aidants qui s'appelle Dernier Secours. Les formations en dernier secours, plutôt qu'en premier secours, vous voyez. C'est un sacré succès. Donc c'est pour les proches aidants. Vous avez quelqu'un de malade chez vous, vous voulez acquérir quelques compétences de proches aidants. Voilà. Enfin, ce genre de mesures-là. Et puis, évidemment, tout ça ne tient la route que si on développe à fond les compétences en soins palliatifs de tous les soignants et de tous les médecins partout. Vous voyez, pour pouvoir s'occuper des soins palliatifs généraux. Donc, il y a énormément de programmes qui sont là. Je ne vous cache pas qu'on a encore du boulot. Ce n'est pas encore tout à fait acquis. Mais ça avance. Mais ça, c'est le cadre dans lequel tout se réfléchit et tout s'inclut en Suisse. Donc, c'est pas... voilà. Juste que vous le sachiez. Donc,
Quelques étapes, je vais aller un peu vite parce que le temps est limité. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique, mais ça, c'est les étapes importantes qui amènent à ces histoires de médecine spécialisée, oui, non, un peu, beaucoup, moyennement. Première étape que j'ai mis là, je l'ai mise parce que ça peut apparaître anecdotique, mais ça ne l'est pas. La Société suisse de soins palliatifs, Palliative CH, qui est l'équivalent de la SFAP, si vous voulez, qui est d'ailleurs née à peu près la même année, je crois une année après ou une année avant, je ne me rappelle plus, est une société comme la SFAP, interprofessionnelle, etc. Et en 2009 a été décidée la création d'un groupe professionnel médecin, donc un sous-groupe les médecins. Et ça a généré des discussions sans fin, des débats, des prises de position, des énervements. On trahit l'interprofessionnalité, mais, etc. Enfin, ça a été vraiment un sacré chenille. Finalement, ça a été fait. Et ça, actuellement, ça n'est plus du tout un débat en Suisse. C'est fait. 10 ans sont passés, c'est fait. La raison pour laquelle ça a été fait au départ, c'est clair qu'il y avait certains de mes collègues qui avaient envie d'aller discuter de certaines choses, et pas forcément de l'histoire d'être spécialiste ou pas spécialiste, mais notamment des histoires de formation au sein des universités. Et on s'est confronté à la Fédération des médecins suisses qui a expliqué qu'ils ne parlaient pas avec un organisme qui n'était pas médical. Et que donc un organisme pluriprofessionnel, pour eux, ça, que ce soit une société un cœur mixte ou bien une société de macramé ou autre chose, ça n'y changeait que rien. Ils voulaient un groupe de docteurs. Donc en fait, on a créé ce groupe de docteurs pour avoir un interlocuteur reconnu, un peu une sorte d'alibi. Mais je le mentionnais à cause des débats. La petite ligne qui apparaît là, 2010-2015, ça c'est l'étape la plus importante dans le développement des soins palliatifs ces dernières années en Suisse. C'est une stratégie nationale en matière de soins palliatifs décidée par la Confédération. Alors je le répète, la Confédération, elle ne peut pas imposer, elle conseille, elle recommande, mais c'est 6 ans de travail avec des budgets pour réfléchir des choses, faire des groupes, créer des documents, il y en a d'ailleurs une quantité assez ahurissante. Ça a permis de mettre les soins palliatifs dans l'agenda politique au niveau national, avec des rebondissements sur les cantons. Et ça a créé, alors ça a clarifié plein de choses, il y a eu plein de travail intelligent qui a été fait, d'autres moins. Mais ça a permis de faire une espèce d'impulsion qui a clairement accéléré le développement des soins palliatifs en général et qui a rebondi sur tous les domaines possibles et imaginables. Le point du dessous, j'y tiens beaucoup, ça c'est une grande victoire, c'est 2014 d'avoir réussi à négocier avec encore un autre organisme fédéral qui règle les critères de formation pour les universités, d'avoir pu poser dans la formation de médecine, donc prégraduée, des objectifs en soins palliatifs et, j'insiste, des questions d'examen. Moi, j'ai eu l'immense privilège de donner des cours à des étudiants en médecine dans les années 2006, 2007, 2008. Eh ben, pour une volée de 120 étudiants, s'il y en avait 25 qui venaient, c'était assez bien. Du moment où il y a eu des questions aux examens et l'obligation de le faire, c'est fascinant le nombre d'étudiants qui sont venus au cours qu'on donne. Là, il faut comprendre, ça veut dire que il y a 5 universités avec faculté de médecine en Suisse, où il y a les 5 grands centres universitaires. Chacune a l'obligation de mettre des objectifs de soins palliatifs dans son cursus de médecine et des questions à la fin des études au niveau des examens. Après, chacun règle son truc dans son coin. Ça, c'est un système bien suisse. Mais ça, c'est une vraie victoire parce que depuis ce moment-là, on peut partir de l'idée que tous les étudiants en médecine de Suisse vont avoir des éléments de soins palliatifs dans leur formation. C'est quand même assez récent, hein, 2014, franchement. Et puis, je le mets en bas, mais c'est aussi dans le cadre de cette stratégie, le Fonds national de la recherche a lancé un projet, un PNR, un projet national de recherche sur la fin de vie, 33 projets, je ne sais plus combien de millions de francs de financement, 7, 8 millions de francs de financement, enfin un truc énorme. C'est la première fois qu'on parlait de fin de vie, c'est le 60e PNR depuis l'existence des fonds machin. C'était le premier sur la soin de vie. Ça a aussi lancé un boost assez majeur au niveau de la recherche et des choses comme ça. Bon, on continue. Ça, c'est juste pour le plaisir. On a maintenant des professeurs en soins palliatifs en Suisse. Alors, une première chaire à Lausanne avait été créée avec des fonds privés. Les centres universitaires sont assez d'accord de créer des trucs quand on leur trouve l'argent avant.
Voilà. Avec le professeur Pereira, qui, comme son nom l'indique pas, venait du Canada, il a fait 2 ans et demi, il est parti, c'est multifonctionnel, on va dire, mais je pense que la reconnaissance par ses pairs et l'accueil académique n'a pas été à la hauteur de ses ambitions, pour le dire poliment. Cette chaire a été reprise en 2011 par le professeur Borasio, qui, comme son nom ne l'indique pas non plus, vient d'Allemagne, et qui est un type mondialement connu, extrêmement dynamique, voire même un peu hyperactif de mon point de vue, et qui a fait énormément de travail depuis et qui est toujours là, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à cesser de travailler, et maintenant on a une relation amicale et de collaboration à distance qui est parfaite. 2016, une rafale de professeurs. La date, vous allez la retrouver après. Stephen Eichmüller à Berne, Ralph à Lausanne, ça c'est de nouveau une émanation de Borasio, les soins palliatifs gériatriques, première chaire au monde, à ma connaissance, de soins palliatifs gériatriques. Genève a suivi 6 mois après, parce que quand Lausanne fait un truc qui bien, Genève fait tout de suite le même après. Ça marche aussi dans l'autre sens. 2018, je le mentionne, c'est passé important. C'est la première chaire de soins palliatifs infirmiers en Suisse. C'est Borasio, de nouveau, qui a réussi à tirer Philippe Larkin, peut-être vous connaissez de nom, c'était l'ancien président de l'EAPC, qui est un Irlandais, qui parle parfaitement le français et qui aime bien la Suisse. J'avais bossé avec lui déjà il y a longtemps. Et puis le petit dernier, c'est le professeur Blum de Zurich. Alors lui, je le connais, c'est le seul que je ne connaisse pas personnellement, parce qu'il vient de débarquer, et c'est aussi un Allemand, et il parle que l'allemand, et donc du coup, c'est un peu limitant. Il vient étonnamment du monde de la radiothérapie ou radio-oncologie. Et il est d'ailleurs dans le département de radiothérapie de l'hôpital universitaire de Zurich, ce qui augure un peu mal pour le développement des soins palliatifs pour les pathologies non oncologiques à court terme dans cette région de la Suisse, mais ça, c'est une autre question. Donc, titre de spécialiste en médecine palliative. Oui, depuis 2016, on a un titre de spécialiste. En fait, c'est un titre de sous-spécialiste, enfin sur- ou sous-spécialiste, ça dépend de l'ego de la personne qui le dit. C'est un titre qui s'ajoute à un titre de spécialiste déjà fait. Je tiens d'ailleurs là à mentionner que chez nous, ça fait déjà plus de 40 ans que le titre de médecine générale est un titre de spécialiste comme les autres, avec d'ailleurs une formation un poil plus longue, ce qui explique peut-être qu'il y ait moins de gens qui le fassent, surtout vu que tu gagnes moins à la fin. Ça nécessite, une fois qu'on a son titre de spécialiste, de travailler 2 ou 3 ans, ça dépend de quelle spécialité on sort, dans des structures de soins palliatifs. Il faut encore valider une formation théorique de 160 heures de cours de médecine palliative, pas de soins palliatifs, d'accord, des trucs médicaux, pointus, machin. Les examens, j'ai mis là en bas ce que veulent dire ces belles abréviations, et c'est de ça qu'on cause, donc c'est tout récent. 2016, début 2016, on décide que ça se fait, donc après, il faut le faire. C'est-à-dire, il faut créer les cursus de formation, tout ça avait été un peu anticipé, mais peut-être pas totalement. Alors pourquoi est-ce que ça a été négocié? Parce que ça a été un boulot de plusieurs années d'arriver à ce que ces organismes-là valident une nouvelle sous-spécialité en Suisse. Ils sont très peu friands à la multiplication des choses comme ça. Et puis on a eu des sacrés problèmes à faire accepter ça par plusieurs autres spécialités. Il faut savoir que pour qu'un nouveau titre soit accepté par ces organes fêtiers que j'ai mentionnés avant, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, ouais, la FMH et puis l'ISFM, ceux qui sont là en dessous, là, il y a des commissions qui doivent voter à l'unanimité. Donc s'il y a un représentant d'une spécialité qui dit non, tout compte fait, je ne suis pas d'accord, c'est kin. Donc ça a été un boulot assez fantastique parce qu'on a découvert qu'on avait quelques autres spécialistes qui n'étaient pas franchement intéressés à l'idée que ça se fasse. Donc ça a été difficile. Alors l'idée, c'était essayer de travailler une reconnaissance par les pairs. Alors c'est pas pour jouer au Calimero, mais franchement, comme médecin pratiquant les soins palliatifs, on a quand même un peu l'impression que pour beaucoup d'autres médecins, on sert à mettre des gouttes de morphine dans l'oreille, tenir la main, chanter des psaumes en attendant que ça passe. Voilà. Donc il y avait un objectif de cet ordre-là. Il y a quand même un objectif un peu plus noble, c'est favoriser un peu la relève, c'est-à-dire stimuler les jeunes à s'intéresser à ça en sachant que, avec un cursus de formation structuré, une reconnaissance par un titre, etc., ça pouvait entraîner une certaine attractivité. Il y avait principalement quand même l'idée d'intégrer mieux le monde académique et puis de pouvoir développer les projets de recherche. Je l'ai mis après la clarification des compétences, j'ai hésité à le mettre parce que les écrits restent, mais ça c'est un truc peut-être spécifique en Suisse. C'est qu'on avait quand même beaucoup de gens qui prétendaient faire des soins palliatifs
des soins palliatifs à haut niveau et qui faisait des soins palliatifs à un niveau assez paléolithique. Non, mais sans rire, moi je me rappelle d'une dame, patronne d'un hôpital de gériatrie, à qui j'ai été présenter une de mes nouvelles équipes mobiles, et puis qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas besoin de moi, parce qu'elle avait suivi un cours de 4 jours, 10 ans auparavant, donné par un des grands palliativistes vaudois, et que donc elle était au point, quoi. Alors quand vous faites ça depuis 10 ans, tous les jours, d'apprendre qu'en 4 jours, on peut être aussi bon que vous, ça questionne quand même. Voilà, et puis il y avait quand même l'idée de participer à une accélération du développement des soins palliatifs en général. Bon, ça c'était les motivations de départ. Alors avant d'aller au bilan de qu'est-ce que ça donne, pas à la fin, mais maintenant que c'est fait, je dois faire une petite parenthèse linguistique, voire sémantique. Et je ne vais pas parler de la palliatologie, parce que je n'adhère pas tellement à la palliatologie, mais en fait, maintenant qu'on a un titre de spécialiste, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on devrait nous appeler ? Parce que les gens nous appellent n'importe comment, de diverses façons, et puis il y a des habitudes pour appeler les docteurs palliatifs diverses dans le monde, mais nous, on s'est dit, il faut qu'on clarifie ça. Et quand je dis nous, c'est tous les patrons des services hospitaliers de Suisse romande. Donc là, on est dans une histoire de roman, et pas de Suisse. Jusqu'à présent, je suis dans le national, ok ? Donc, nous, on prône le titre de palliativiste, ou l'appellation de palliativiste et pas celle de palliatologue. Voilà, c'est notre position. Les arguments, on en a d'autres, mais j'en mets de deux sortes. L'étymologie, d'abord. Les ologues sont des gens qui étudient de façon savante quelque chose, tandis que les istes, dans les suffixes, sont plutôt ceux qui pratiquent la chose. Or, nous prétendons que la médecine palliative doit se pratiquer pour pouvoir s'exercer et monter en compétences, parce que, clairement, comme médecin de soins palliatifs, on doit avoir des compétences pharmacologiques, on a des compétences techniques, mais ça représente une minorité des compétences nécessaires pour faire du bon travail. Le principal axe étant celui de la communication et de la relation avec l'autre, que ce soit le patient, les proches, les équipes, spécialement quand on est dans les équipes mobiles. Donc tout ça se pratique, s'exerce, et pour avoir osé un néologisme sauvage, je préfère être un flûtiste avec des notions théoriques de flûtologie qu'un flûtologue qui flûtologise dans le vide, vous voyez ? Premier argument. Deuxième argument qui me semble quand même plus cohérent, ou plus important, c'est l'usage habituel de comment on appelle les spécialités. Presque toutes les spécialités en OG sont des spécialités qui sont braquées sur un organe ou un système d'organes. Quelques exemples là, il y en a plein d'autres. Et puis, les spécialités en IST, qui sont souvent d'ailleurs des spécialités plus récentes, sont généralement plus transversales et s'occupent au moins soit de personnes, carrément, ce que nous, on aime bien faire, soit de multiples systèmes d'organes. Donc, fondamentalement, puisqu'on travaille dans un domaine qui est totalement transversal, multidimensionnel, global, vraiment aucune raison de nous appeler palliatologue au lieu du terme qui s'impose, évidemment, et qui est palliativiste. J'espère que vous avez compris le message. Voilà. Fin de la parenthèse sémantique. Donc, est-ce que les objectifs qu'on s'était posés au départ ont été atteints? Alors, reconnaissance par les pairs, oui, sûrement. Oui, oui. Bon, un peu. Pour être franc, moi personnellement, j'ai pas trop de soucis. Je travaille dans l'extra-hospitalier, parce que souvent le problème est hospitalier. Et puis les extra-hospitaliers, comme je suis dans la même région depuis 20 ans, ils me connaissent, donc les médecins de famille, en pratique libérale. Et je suis reconnu comme ça avant même que le titre m'atteigne par rebond. Donc voilà, je constate pas un grand changement. Favoriser la relève, je pense oui, quand même. Le fait de créer une structure de formation, là maintenant on a des jeunes intéressés et ils commencent à arriver. J'en reparle après, parce qu'il y a des bons et des moins bons côtés. Intégration académique, développement de la recherche, alors clairement oui. Ça a joué un rôle majeur. Les coïncidences de date entre toutes ces chaires de professeurs et la validation de ce titre ne sont pas des coïncidences. Plein d'universités ont été claires sur le fait que tant que ce n'est pas une spécialité, comment est-ce qu'on peut créer un titre de professeur pour un truc qui n'est même pas une spécialité? Vous voyez comment? Donc ça, certainement, la recherche, ça continue, ça bouge, il y a des fonds qui arrivent, donc il y a un véritable changement de paradigme. Ce n'est pas la seule raison, c'est bien clair. Mais c'est une des raisons qui a favorisé ça. L'histoire de la clarification des compétences, oh là là, oui alors. Ouh là là. Alors, la société avait complètement, le médical avait complètement
non anticiper le nombre de gens qui demanderaient à obtenir ce titre en ne remplissant absolument pas les critères qui permettent de l'offrir à des vieux schnocks comme moi, hein, du genre on ne va pas faire les examens à ceux qui fabriquent les questions d'examen, vous voyez, il y a une certaine logique, et à qui donc on a refusé ce titre, et qui donc font des recours, et il faut prendre des juristes, etc., ça prend un temps, etc. Mais donc là, on a vexé plein de monde, mais on clarifie les choses. Et puis, accélérer le développement en général, certes, oui, je pense, après, c'est un des... quand même, mais c'est un des éléments parmi tant d'autres. Avec tout ce que je vous ai présenté avant, tous ces éléments jouent dans une espèce d'accélération du développement en Suisse, en l'état actuel des choses. Alors, quelques problèmes de jeunesse quand même, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas très bien anticipées. D'abord, le fait que dès que ce titre de spécialiste est tombé, les autorités en charge d'élaborer les critères structurels définissant c'est quoi une unité spécialisée ou pas, ont inclus ce titre dans les critères. Boum. Donc, tout médecin cadre de toute structure de soins palliatifs qui porte ce nom doit avoir ce titre. Oh oh. Et de ça, de ces critères structurels, dépend le financement. D'accord? Alors que, comme je l'ai mis en dessous, la relève arrive, commence à se former, mais n'est pas encore là. Et donc, on a des tas d'endroits où on est actuellement dans une grande détresse, pour ne pas citer des mots désagréables, parce qu'on doit avoir un docteur avec ce titre, mais on ne l'a pas, parce qu'il n'existe pas encore. Voyez? Et donc, il y a plusieurs structures qui sont en train de négocier des trucs pour survivre quand même le temps que... alors, ça va probablement se régler dans les 2-3 ans qui viennent, mais ce n'était pas prévu. Ensuite, comme je l'ai dit avant, on a vexé pas mal de monde. Donc, par exemple, il y a un hôpital de gériatrie assez énorme dans le canton de Vaud où il y a des gardes armés à la porte avec des battes de baseball pour empêcher les palliativistes d'entrer. C'est presque même pas une image. Pour ridicule, mais j'entends ça existe, voilà. Et puis alors, un autre point que je vais développer un minimum, c'est les filières de formation dont je parlais pour ces jeunes docteurs, actuellement, sont totalement centrées sur les centres universitaires. Étonnamment, quand on mettait ça en place, les discussions, moi qui viens plutôt de zones périphériques, même si j'ai passé pas mal de temps dans le CHUV, il était question d'échanges que les internes passent d'une structure à l'autre, découvrent d'autres choses, fassent... Vous voyez comment... Voilà, une belle collaboration entre toutes ces structures. Alors, probablement, ça n'a aucun lien avec le fait que aussi dans les CHU, ils ont des postes de chef de clinique à pourvoir qui ne sont pas encore pourvus, mais pour l'instant, tout se passe chez eux. Et le fait est que, et j'y viens, ça donne, j'ai osé le terme, un formatage universitaire de ces jeunes docteurs qui est extrêmement intéressant par certains côtés et nettement moins par d'autres. Ouais, je vais y arriver. Ce qu'on constate, c'est que on risque quand même quelque chose avec ça, et ça, je voulais le poser, et pas être dans un espèce de positivisme BA, quelle excellente idée, quelle merveilleuse chose, c'est que, et ça, j'en parle parce que je participe à la formation de ces jeunes docteurs futurs spécialistes. Je fais partie du comité pédagogique, je donne des cours sur divers sujets, enfin voilà, blablabla, super technique, scientifique, tout ce que vous voulez, evidence-based et compagnie. Et donc, je découvre ces volets. J'ai eu 2 volets jusqu'à présent d'étudiants, enfin de docteurs en formation, et je découvre que certaines choses peuvent être dangereuses, c'est-à-dire... une focalisation sur les côtés médico-techniques des choses au détriment de certaines valeurs fondamentales des soins palliatifs, notamment l'interdisciplinarité, mais pas que. La notion du patient au centre, que je considère moi comme la notion que le patient sait mieux que le soignant qui a une tendance naturelle à projeter sur lui ce qui est bien, peuvent être un peu mises en arrière-plan. Et donc, on court le risque de former à terme des symptomatologues, c'est-à-dire de tristes spécialistes. Je dis comme les autres, c'est pas sympa pour les autres, mais voilà. Et puis, ça entraîne, et c'est pas la même chose, un centrage médical des soins. Si ça se passe comme ça veut dire qu'on s'occupe principalement du médical et le reste tourne autour.
Et j'ai constaté dans des endroits où il se passe des choses comme ça, et pas forcément en soins palliatifs, qu'il peut y avoir une contamination des autres soignants, c'est-à-dire des infirmiers qui oublient tout le rôle propre infirmier pour rester braqués sur le médico-délégué, ce qui permet de se cacher derrière l'acte technique quand une larme coule au coin d'un œil et que ça nous met mal à l'aise. Je caricature, certes. Et j'ai même croisé une fois un psychologue qui se posait d'abord la question de l'antidépresseur avant d'envisager d'autres choses. Et ça, je l'ai mentionné le plus poliment possible dans la dernière ligne, c'est un appauvrissement, je trouve, majeur de la prise en soin et de ce qu'on peut faire pour les patients et les proches. Je n'ai pas mis sur cette dia à dessein deux sujets qui pourraient être intéressants à discuter. C'est qu'en est-il de la médicalisation de la fin de vie ? Parce que je sais qu'en France, c'est toujours un débat. Alors de nouveau, ne le prenez pas comme un jugement, mais chez nous, ça n'est plus un débat. Ça fait plus de 10 ans que cette question n'est même pas abordée. Il a été admis que la fin de vie est médicalisée de toute façon. Et par contre, que la question qui se pose, c'est la quantité de médicalisation. Qu'est-ce qui est de l'ordre du déraisonnable, qu'est-ce qui est de l'ordre du futile, etc. Mais donc, il n'y a pas ce genre de débat. Et puis, je n'ai pas abordé aussi le risque qu'en spécialisant tout dans tous les sens, on crée des bulles pour en revenir à des choses que Higgins a largement souligné il y a plus de 10 ans en disant attention risque de dérive, c'est-à-dire des endroits où la société peut se débarrasser des mourants encore plus facilement qu'avant avec bonne conscience, parce que, et ça c'est mes petits triangles moches du début, la conceptualisation générale des choses permet d'échapper à ça. C'est-à-dire vu qu'on met un énorme effort dans les formations en dehors des endroits spécialisés, beaucoup plus que l'effort qu'on met sur les endroits spécialisés, on pense réussir à échapper à ça. Et on verra bien. Donc, d'un côté, des impacts positifs sur diverses choses qui le nécessitent. Chez nous, clairement, il fallait le faire. La question, elle est claire. On devait faire ça, on a mis plus de temps que prévu, mais si on ne l'avait pas fait, on serait, comment dire, de nouveau, ça fait partie d'une dynamique plus générale, mais en Suisse, c'était nécessaire. D'un autre côté, il y a des vrais risques, et donc il faut rester attentif, et c'est de la responsabilité des cadres et des formateurs d'être extrêmement attentifs à maintenir les vraies valeurs des soins palliatifs en laissant la place de la médecine à sa juste place. Donc, en conclusion, puisque je suis vaudois d'origine, je vous mets un proverbe vaudois et pas le peut-être ben que oui, peut-être ben que non des Normands. La conclusion, c'est celle-ci. Est-ce que c'est une chance pour les soins palliatifs ? En bon vaudois, je ne peux que répondre ni oui ni non, bien au contraire. Voilà, merci.